Je travaille dans un endroit appelé Stratus Station 04, à 15 000 pieds d'altitude. Le visage du technicien qui m'avait déposé ressemblait au visage d'un homme qui sait quelque chose qu'il ne peut pas dire. Avant que les portes de l'ascenseur ne se ferment, il m'a lancé un classeur plastique bleu marine et il est parti, sur la couverture en manuscrit. Le ciel n'est pas vide. Ici, ce ne sont pas les courants d'air qui assurent l'équilibre, ce sont les règles. Si les lumières s'éteignent, ne regarde pas en haut. Bonne chance, racontai-je. Je m'appelle Kevin, j'avais besoin d'aller loin. Il fallait que ce soit un endroit où personne n'était et où personne ne pouvait atteindre. Le scandale avait duré 7 mois dans les journaux. Mon nom s'était associé à des chiffres que je n'avais pas inventés moi-même, mais auxquels j'avais laissé passer. Clara était morte 2 ans auparavant, dans un accident d'avion au-dessus du Pacifique. Le corps n'avait jamais été retrouvé. Et après le scandale, pas de travail, pas d'appartement, rien pour me rattacher à la Terre. L'annonce de la compagnie météorologique. Observateur nocturne. Stratus Station 04, 6 mois. Altitude 15 000 pieds. Isolement total. Indemnité conséquente. J'avais signé le jour même. L'ascenseur à pression verticale avait mis 40 minutes pour me faire monter au-dessus des nuages. Mes oreilles s'étaient ébouchées à cause de la force de gravité, mais une fois en haut, ça avait passé. À mon arrivée, le technicien qui vérifiait les systèmes n'avait pas dit plus de 12 mots. Alors que les portes commençaient à se fermer pour la descente, il avait pris le classeur attaché à sa ceinture et me l'avait lancé par l'ouverture qui se rétrécissait. Les portes s'étaient fermées, et j'avais ouvert le classeur, expliquai-je. Règles, protocole d'altitude et d'isolement. Stratus Station 04. Règle 1. Vérifiez le panneau hygromètre numérique dans la salle de contrôle chaque heure. La valeur d'humidité doit toujours être un multiple de 5, 25, 30, 35. Si vous voyez une valeur inhabituelle, par exemple 32, ne réinitialisez pas les capteurs. Déclarez le code gris. Règle 2. La porte en acier de l'échafaudage de maintenance extérieure doit rester constamment verrouillée. Si après 23 heures, vous entendez de l'extérieur un frottement métallique ou un son de griffure d'ongles qui ne ressemble pas au vent, n'écoutez pas. Règle 3. Entre 1h45 et 2h, le groupe nuageux extérieur deviendra soudainement noir. Pendant ce temps, il est strictement interdit de diriger une lampe de poche ou le projecteur de la tour vers les nuages. Les yeux doivent être sur les cadrans inférieurs du tableau de bord. Ne regardez pas dehors. Règle 4. Chaque matin à 7 heures, vérifiez les vannes de pression intérieure. Fuite normale, 2 livres par pouce carré par jour. Si la fuite tombe à 0, livres par pouce carré, isolation totale. N'ouvrez pas la ventilation principale. Scellez les clapets d'évacuation d'urgence de la zone de vie. Règle 5. Les communications UHF se feront uniquement sur le canal 14. Après minuit, sans lire les coordonnées de vol du jour à l'envers, protocole de vérification, ne répondez à aucun appel. Règle 6. Chaque soir, à 20 heures, comptez les 7 masques à oxygène vert dans l'armoire d'urgence. S'il en manque un, ne sortez pas sur le pont extérieur. Si vous en comptez 8, jetez le masque supplémentaire dans l'espace d'évacuation sous les fenêtres. Règle 7. Ne déplacez pas les vieux baromètres à mercure fixés au mur est. Si vous entendez des bulles monter dans le mercure, tracez des lignes avec de la craie industrielle bleue devant ce mur. Règle 8. Si des oiseaux migrateurs aux yeux déviés ou volant à l'envers heurtent les vitres, dirigez la lumière blanche aveuglante de votre lampe directement vers l'extérieur de la vitre. Ne retirez pas la lumière jusqu'à ce qu'ils partent. Règle 9. Après 3 heures, ne restez pas à regarder les reflets du projecteur dans la couche nuageuse extérieure. Le visage que vous verrez appartient à quelqu'un que vous avez laissé en bas, à quelqu'un que vous aimez.
Règle 10. Entre 4:15 et 4:30, les moteurs de ventilation s'arrêteront d'eux-mêmes. N'essayez pas de redémarrer manuellement le générateur de secours. Tirez le levier rouge sur le tableau de bord de votre main droite et bouchez-vous les oreilles. Règle 11. Si vous captez le son d'un moteur de cargo, mais que le ciel semble vide, documentez immédiatement l'heure. Annoncez sur la fréquence du cargo « Station 0 four occupée, changez d'altitude ». Règle 12. Les techniciens perdus dans d'anciennes tempêtes peuvent s'approcher de la tour. Même de jour, ils peuvent approcher, vérifier si la personne a une ombre avant d'ouvrir la porte extérieure. Si pas d'ombre, faites demi-tour. Règle 13. Si vous trouvez un numéro de vol dans la buée des vitres ou sur le panneau et que ce n'est pas vous qui l'avez écrit, ne le lisez pas à voix haute. Couvrez-le avec du ruban d'isolation blanc. Règle 14. La station apprend les peurs humaines à chaque cycle. Ajoutez les nouvelles anomalies dans la section protocole supplémentaire à la fin de vos notes, et c'est tout. Luge. Première nuit. La capsule tournait sur elle-même très lentement, trop lentement pour être consciemment perçue et trop lentement pour que le corps humain puisse le comprendre. Mais après quelques jours, j'ai remarqué que les étoiles avaient légèrement changé de position par rapport à la nuit précédente. En fait, ça aurait pu sembler un événement normal. Mais même ça ici donnait la sensation d'être faux. Le bruit de fond de la station était constant. Le son de ventilation remplissait toute la pièce. Les câbles d'acier, vibrant sous le vent, brillaient dans la lumière de la lune. Les baromètres à mercure dans leurs tubes, qui tic-taquaient légèrement, formaient un beau tableau. La première semaine, tout se passait dans la tolérance. L'hygromètre augmentait ou diminuait par multiples de 5. Il y avait 7 masques chaque soir. Ni plus, ni moins. La pression restait stable avec une perte de 2 psi par jour. J'en étais à la 6e nuit. Le vent s'était calmé vers 22h30, comme si un calme précédant une tempête s'installait. Avec le temps, j'accepterais ça comme un avertissement. À 23h17, des sons ont commencé à venir de l'échafaudage de maintenance à l'extérieur de la coque. Pour la première fois après 6 jours, je vivais quelque chose d'étrange. Ce n'était pas du vent. C'était quelque chose de plus lent que le vent, de plus délibéré, comme des ongles qui grattent vers le bas sur de l'acier. Un mouvement patient et méthodique. Règle 2. N'écoutez pas. Je me suis levé de là où j'étais assis. J'ai mis de la musique forte à la radio, assez fort pour ne pas entendre. Je me suis assis à regarder le tableau de bord. Le son a continué 18 minutes, puis s'est arrêté. J'ai immédiatement noté dans mes notes « Nuit 6, 23h17 à 23h35 ». Un son de frottement mécanique entendu sur l'échafaudage. Son rythme était différent du vent. Règle 2 appliquée, continuai-je, Clara. 9e nuit. Il était 2h22. Un signal était arrivé sur le canal 14. Une voix, légèrement filtrée par l'altitude et la distance, mais reconnaissable. Règle 5. Avant toute réponse, les coordonnées de vol du jour doivent être lues à l'envers. J'ai tenu le micro. J'ai demandé les coordonnées inversées du protocole de vérification. La voix a ignoré ma demande, comme si elle avait entendu ma question, mais l'avait esquivée parce qu'elle n'en connaissait pas la réponse, et avait continué à parler. Mais je savais qu'elle m'entendait. Kevin. Il y a très peu d'air ici, et il fait très froid. Je ne peux pas respirer. Je tremble. Fais-moi entrer par la porte de l'échafaudage. S'il te plaît, dit-elle. C'était Clara. Sa façon de dire mon nom, l'accent légèrement allongé sur la première syllabe, c'était absolument la voix de Clara. Clara était morte dans un accident d'avion au-dessus du Pacifique. Son corps était quelque part dans l'océan, mais personne ne savait où. Les équipes de secours avaient cherché tout le week-end pour la retrouver, mais en vain. Dis les coordonnées inversées du protocole de vérification, dis-je d'une voix ferme.
Un grincement est venu, un son comme une gorge irritée par le froid. Puis les parasites d'altitude ont tout recouvert. J'ai laissé le micro sans le fermer. Je me suis allongé sur le fauteuil, les yeux fixés sur le plafond métallique. Le ciel connaissait le nom de Clara parce que je le portais depuis 2 ans. Je l'avais apporté sans m'en rendre compte avec mes bagages. Mais comment était-ce possible? Je ne comprends toujours pas. J'ai immédiatement noté dans mes notes. Nuit 9, à 2h22, canal 14. Voix non vérifiée entendue. Protocole appliqué. Contact terminé. Voix identifiée comme familière, racontai-je. Le 8e masque. 13e soir. Comptage à 20h. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le masque supplémentaire avait été accroché parfaitement entre le 6e et le 7e. Légèrement différent des autres, moins usé. Mais quelqu'un de peu attentif aurait facilement pu le manquer, car il était accroché avec une organisation vraiment parfaite. Sur la sangle verte, au marqueur noir, ma date de naissance était écrite. Règle 6. Jeter le masque supplémentaire dans l'espace d'évacuation sous les fenêtres. J'ai décroché le masque du crochet. Je l'ai regardé une seconde. J'ai vu la date plus nettement. Elle était écrite en chiffres réguliers. Je l'ai jeté par l'espace d'évacuation inférieur. Je l'ai vu tomber dans le groupe nuageux. Et des nuages en dessous, exactement du point d'impact, un courant d'air glacé a jailli vers le haut. Un seul souffle, violent et bref, comme si quelque chose d'immense tout en bas avait aspiré le masque en inspirant. Bien sûr, c'était lié à la métaphysique et donc sans rapport avec cet endroit étrange. Les nuages se sont refermés. J'ai compté les 7 masques restants 2 fois et il n'était ne plus que 7. J'ai immédiatement noté dans mes notes « Jour 13, à 20h, 8e masque apparu. Date de naissance écrite dessus. Règle 6 appliquée, continuai-je. Les nuages noirs. 15e nuit. Il était 1h45. Le groupe nuageux sous la station est devenu d'un noir absolu, comme si la pluie allait tomber d'un instant à l'autre. Pas graduellement. D'un coup, en quelques secondes, passage du blanc laiteux au noir absolu. Règle 3. Les yeux doivent être sur les cadrans inférieurs du tableau de bord. Ne pas diriger de lumière vers les nuages. Je suis dans la salle de contrôle. Je garde les yeux sur les cadrans. Pendant 15 minutes, les nuages noirs ont absorbé toute la lumière à l'intérieur de la station. À 1h58, sous les vitres dans ma vision périphérique, quelque chose a bougé. C'était une lueur verte, diffuse, montant de la couche noire. Je n'ai pas regardé directement, mais comme je l'ai dit, je pouvais le sentir et le voir dans ma vision périphérique. À 2h, les nuages sont revenus à la normale, couleur blanche et grisâtre. J'ai immédiatement noté dans mes notes « Nuit 15 », entre 1h45 et 2h. Assombrissement conformément au protocole. À 1h58, lueur verte périphérique, vue en angle périphérique. Non confirmé conformément à la règle 3. Je n'ai pas regardé, expliquai-je. Modification. 17e jour. En vérifiant l'altimètre, j'ai remarqué quelque chose. Derrière le boîtier du cadran se trouvait une page pliée en 4, couverte d'inscriptions dactylographiées. Modification. Stratus Station 04. Modification 1. Si la condensation sur les vitres extérieures passe du blanc au jaune vif et commence à se cristalliser, éteignez toutes les lampes dans l'espace de vie. Les entités suivent la réfraction de la lumière. Nous ne voulons pas qu'elles suivent parce que nous avons vu ce qui se passe quand elles suivent avec les travailleurs précédents. Vous non plus, vous ne voulez pas ça, n'est-ce pas? Modification 2. Si vous entendez des pleurs de bébé venant des gaines de ventilation, n'approchez pas. Versez de la chaux en poudre sur le grillage. Modification 3. Si vous voyez votre nom apparaître, lettre par lettre, sur l'écran sismique, n'éteignez pas l'ordinateur. Tapez sur le clavier. Je suis en service. J'ai mis la page dans le classeur avec les autres règles
et j'ai fermé le classeur. Quelqu'un avant moi avait vécu 3 choses que les 14 règles originales ne couvraient pas. Mais qui? Racontai-je. Le levier rouge. 18e nuit. Il était 4h15. Les moteurs de ventilation se sont arrêtés, exactement comme la règle 10 l'avait prévu. Pas une panne graduelle. Après des jours de bruit de fond constant, un silence soudain. La station s'était silenciée d'une façon que je n'avais pas expérimentée auparavant. Pas le silence venu de l'absence de son, comme le silence de quelque chose qui retient son souffle, comme je viens de le dire, comme le calme avant la tempête. Règle 10. Tirez le levier rouge de la main droite et bouchez-vous les oreilles. J'ai trouvé le levier rouge et je l'ai tiré. J'ai entendu un clic, puis j'ai immédiatement mis les mains sur mes oreilles. Dans l'obscurité, derrière mes paumes, il y avait quelque chose. Je pouvais le sentir. Ce n'était pas un son, c'était une vibration, comme si l'air lui-même oscillait à une fréquence que les oreilles ne perçoivent pas normalement, mais que le corps ressent dans la poitrine. 4 minutes, 5 minutes, 10 minutes ont passé. À 4h28, les moteurs ont redémarré d'eux-mêmes. J'ai retiré les mains de mes oreilles. Le bruit de fond habituel est revenu. Les sons de ventilation et les bruits de câbles remplissaient à nouveau la pièce. Mais dans les quelques secondes de transition entre le silence et le bruit, j'ai entendu quelque chose que la ventilation a immédiatement recouvert. Une voix. Une voix venant de très loin. Une voix montant de quelque part sous les nuages et frappant la station. Pas Clara, pas mon nom. Juste, une voix parlant dans une distance et une direction que les règles m'avaient appris à ne pas essayer de définir. J'ai immédiatement noté dans mes notes. Nuit 18. Entre 4h15 et 4h30. Règle 10 appliquée. Levier rouge tiré. Vibration infrasonique détectée. Signal sonore court senti au redémarrage des moteurs. Non identifié. Non confirmé. Continuai-je. Code gris. Hygromètre. 20e jour. Contrôle à 11h. Panneau hygromètre. Valeur 37. Pas un multiple de 5. Entre 35 et 40, mais pas un multiple. Règle 1. Si les valeurs ne sont pas des multiples de 5, ne réinitialisez pas les capteurs. Déclarez simplement le code gris. J'ai noté l'heure. J'ai pris contact sur le canal 14 conformément au protocole de jour. Code gris. Hygromètre, 37, station 04, dis-je. Reçu. Protocole en cours. Ne touchez pas au système. Faites la prochaine mesure dans 1 heure, dit-il. 1 heure plus tard, à 12h, j'ai fait le contrôle. La valeur était revenue à 40. Revenue à la normale. Mais pendant cette heure, quelque chose avait changé dans la qualité de la lumière entrant par les vitres. C'était quelque chose de difficile à nommer, mais ça avait changé. Comme si quelque chose d'invisible, normalement absent, filtrait la lumière entre le soleil et les vitres. Ça peut vous sembler illogique maintenant, mais c'est exactement ce qui s'était passé. J'ai regardé en haut par la vitre supérieure. Rien de visible. Un ciel dégagé au-dessus de la couche nuageuse me saluait. J'ai immédiatement noté dans mes notes « Jour 20 ». À 11h, code gris déclaré. Hygromètre, 37, revenu à 40 à 12h. Changement de qualité lumineuse pendant la période. Cause non identifiée. D'ailleurs, il n'y a pas de règle qui dit d'identifier la cause. Expliquai-je. 2e mois. Cristallisation. Une tempête a assiégé la station pendant 4 jours. Ce n'était pas une tempête ordinaire. Les câbles d'acier chantaient à différentes fréquences selon la force du vent. La capsule se balançait légèrement, toujours dans les limites structurelles, mais le balancement se ressentait sérieusement. L'eau dans mon verre s'inclinait à un angle déséquilibré. C'était la 3e nuit de la tempête. La condensation sur les vitres extérieures était dense.
À 2h40, j'ai remarqué que la couleur de la condensation sur la vitre échangeait. D'abord une couleur blanc laiteux, puis elle a commencé à devenir légèrement jaunâtre. Puis en quelques minutes, elle est devenue jaune vif, et la texture changeait aussi. Les gouttelettes se solidifiaient, des cristaux se formaient sur la face extérieure de la vitre. Modification 1. Dans une telle situation, éteignez toutes les lampes. J'ai éteint. Je suis assis dans la salle de contrôle, dans l'obscurité totale, sauf les lumières du tableau de bord que j'avais recouvertes de tissu pour la plupart. Mais dire obscurité totale serait un mensonge. Dire presque obscurité serait plus juste parce que le verre cristallisé diffusait vers l'intérieur une lumière jaune propre. Et dans cette lumière, quelque chose bougeait. Pas dans la pièce. Dans le cristal, des formes qui n'étaient pas des formes de glace se déplaçaient. J'ai gardé les yeux au sol sans les regarder. À 3h15, la cristallisation s'est dissipée. La condensation est revenue à la normale, couleur blanche. J'ai rallumé les lampes. J'ai immédiatement noté dans mes notes « Nuit 41 ». Vitre a subi une cristallisation jaune. Modification, un appliqué, durée d'obscurité, 35 minutes. Des formes dans le cristal ont bougé, non regardées directement, continuai-je. Canaux, modification 2. 45e jour, il était 4h45. Les moteurs venaient juste de recommencer à fonctionner après la période du levier rouge. Des sons commençaient à arriver plus nettement du canal de ventilation nord. C'étaient des pleurs. Nets, absolument nets. Et c'étaient même les pleurs d'un bébé. Modification 2. N'approchez pas. Versez de la chaux en poudre sur le grillage. J'avais commandé de la chaux dans le dernier ravitaillement. Dans le placard de maintenance, dans des sacs de 2 kilos, il y avait beaucoup de chaux. Je suis allé au canal. Je me suis arrêté à 1 mètre. J'ai ouvert le sac. Sans me rapprocher davantage, j'ai versé la chaux sur le grillage. Les pleurs ont continué 30 secondes, puis se sont arrêtés. Une odeur de poussière minérale s'est répandue dans la pièce. Je me suis allongé sur le fauteuil, sans dormir jusqu'à l'aube. J'ai immédiatement noté dans mes notes. Jour 45. À 4h45. Son de pleurs de bébé venu du canal nord. Modification 2 appliquée. Sont partis après 30 secondes, racontai-je. L'écran sismique. 50e jour, il était 14h22. En préparant le rapport météorologique, j'ai remarqué l'écran sismique sur le tableau de bord de gauche. Les lignes semblaient former quelque chose. Pas des oscillations sismiques normales. Des traces nettes et angulaires écrivaient quelque chose. K. Pause. E. Pause. V. Modification. 3. N'éteignez pas l'ordinateur. Tapez sur le clavier. Je suis en service. J'ai ouvert le terminal de commande et j'ai tapé « Je suis en service ». L'écran sismique a montré une ligne droite pendant 3 secondes, puis est revenu à ses oscillations normales et irrégulières. Aucune trace de mon nom identifiable n'était restée. J'ai vérifié l'historique du terminal. La commande avait été enregistrée. Horodatage, 14h24. Mais il y avait une autre entrée dans l'historique. À 14h21, 1 minute avant que je remarque les traces. Kevin, tapé dans le terminal par quelque chose qui avait accédé à l'interface 1 minute avant que j'ouvre le clavier. J'ai immédiatement noté dans mes notes. Jour 50. À 14h22. Des traces alphabétiques sismiques ont écrit mon nom. Modification 3 appliquée. Découverte. Entrée préalablement effectuée, détectée dans l'historique du terminal. Accès non autorisé à l'interface. Pas de traces d'intrusion physique, mais elle était dans les enregistrements, expliquai-je. Clara, 2e contact. 53e nuit. Il était 3h07. Canal 14. Kevin, pourquoi tu ne réponds pas quand j'appelle? Dit une voix. C'était la voix de Clara. Plus nette et plus propre que la première fois, c'est-à-dire moins de parasites d'altitude.
Règle 5. Avant toute réponse, demandez les coordonnées inversées. Protocole de vérification. Lis les coordonnées du jour à l'envers, dis-je. Silence. Puis, je ne connais pas les coordonnées. Je ne suis plus dans l'avion, Kevin. Sa réponse avait une logique. C'était une entité intelligente qui raisonnait sur le protocole au lieu de l'ignorer et offrait une raison logique. Je ne peux pas répondre sans vérification, dis-je d'une voix ferme. En ce moment, tu réponds, dit-elle avec un léger sourire dans la voix. Mon Dieu, elle avait raison. Logiquement, je venais de lui répondre. Non. J'ai lâché le micro. J'avais répondu pour dire pourquoi je ne pouvais pas répondre. Le protocole disait de ne pas accepter l'appel avant vérification, pas de ne pas expliquer pourquoi je n'acceptais pas. J'ai noté « Nuit 53 ». À 3h07, canal 14, deuxième contact, vérification refusée. L'entité a raisonné sur le protocole. Note, expliquer le silence constitue une réponse. Dorénavant, reste silencieux. Demande juste la vérification et tais-toi. Ne dis rien d'autre. J'ai ajouté dans la section « Protocole supplémentaire » si la voix explique qu'elle ne peut pas fournir la vérification. Considérez-la comme non vérifiée. Ne répondez pas pour expliquer le silence. Le silence est la réponse. Continuai-je. Le technicien sans ombre. J'en étais au 60e jour. C'était midi. Le soleil au-dessus de la couche nuageuse brûlait ma peau. Je faisais un contrôle extérieur de routine sur le pont de maintenance. Les capuchons d'acier étincelaient sous le soleil en faisant des étincelles. Dans le coin nord-est de la capsule, j'ai remarqué une silhouette. Elle portait une combinaison de maintenance. Elle avait un casque de sécurité orange et une ceinture porte-outils à la taille. Règle 12. Vérifiez l'ombre avant d'ouvrir la porte. La silhouette était à l'extérieur, sur le pont. Le soleil projetait des ombres nettes sur le métal argenté, mais la silhouette n'avait pas d'ombre. J'ai regardé mes pieds. Ma propre ombre, noire et distincte, s'étendait vers l'ouest. Règle 12. Faites demi-tour. J'ai fait demi-tour. J'ai verrouillé rapidement la porte. J'ai regardé par le Judas. La silhouette était toujours là. Elle regardait la porte. Pas directement moi. Elle regardait directement la porte. 11 minutes plus tard, elle a marché jusqu'au bord du pont et a continué à marcher. Dans le vide. En s'éloignant de la capsule, elle marchait dans l'air au-dessus de la couche nuageuse. Et elle ne tombait pas. Mon Dieu, quelle sorte d'entité était-ce donc? Comment une telle chose pouvait-elle se produire? Exactement comme une araignée qui marche à la surface de l'eau sans tomber dans l'eau, cette silhouette marchait au-dessus des nuages comme s'il y avait un sol sans tomber. Jour 60, 12h04, technicien sans ombre, pont nord-est, règle 12, appliquée, marche au-delà du bord, durée de présence de l'entité après le bord, environ 4 minutes. Disparition direction ouest, racontai-je. Buée E. Règle 13. C'était la 62e nuit. En préparant le rapport de 6 heures, j'ai remarqué quelque chose sur la vitre sud. Des chiffres se formaient dans la condensation, tracés dans la buée sur la face extérieure de la vitre. C'était un numéro de vol, format standard, 2 lettres, 4 chiffres. Règle 13. Ne lisez pas à voix haute. Couvrez avec du ruban d'isolation blanc. Je me suis approché sans lire le numéro. J'ai pris le ruban blanc dans le tiroir de maintenance. En gardant les yeux sur le bord du ruban et non sur les chiffres, j'ai collé le ruban sur les chiffres. Mais j'en avais lu 2. Seulement 2 chiffres. Je les avais lus par curiosité avant de détourner les yeux. Pas les 2 lettres, pas les 4 chiffres en entier. Seulement 2 d'entre eux. J'ai attendu. Rien de spécial ne s'est produit. J'ai noté « Nuit 62 ». Numéro de vol en buée apparu sur vitre sud. Règle 13, partiellement appliquée. 2 chiffres lus involontairement, pas d'effet observable immédiat. Si problème se présente par la suite, ce sera ajouté à ces notes.
Protocole supplémentaire. Ne regardez même pas le début du numéro. Si nécessaire, collez le ruban les yeux fermés, expliquai-je. Dernière tempête. Le piège, c'était le 120e jour. L'ascenseur à pression verticale devait arriver le matin. Il est arrivé, mais quelque chose était différent. À 9h40, j'ai entendu les engrenages de l'ascenseur sous la capsule. C'était le son familier des mécanismes qui montent. Canal 14. Kevin, l'ascenseur est en place. Prends tes affaires et monte. J'ai vérifié le panneau de câble. Tension du câble d'ascenseur, 0. Règle 11. Signal reçu, mais rien de visible ou cohérent sur les instruments. Documenté. Annoncé. Station 04 occupée, changée d'altitude. Mais par l'orifice inférieur, je voyais les lumières jaunes de l'ascenseur, apparemment réelles. L'opérateur derrière la vitre me faisait des signes. Tension du câble, toujours 0. Sans tension de câble, l'ascenseur ne pouvait pas physiquement exister. Protocole de vérification. Lisse les coordonnées de vol du jour à l'envers, dis-je. La voix sur le talkie-walkie, sans hésiter. « Kevin, on n'a pas le temps. La fenêtre météo se ferme dans 15 minutes. » « Monte. »« C'est un ordre, » dit-elle. Pas de vérification. Pression de temps. Mon nom utilisé sans que je le donne. C'est-à-dire, comment connaissait-il mon nom sans que je le lui dise, hein? Station 04 parle. Je veux d'abord les coordonnées inversées. En cas d'urgence, les protocoles ne sont pas valides. Tu le sais, dit la voix. J'ai fermé le canal. J'ai pris le levier rouge sur le tableau de bord de ma main droite et je l'ai tiré. La période du levier rouge s'appliquait normalement entre 4h15 et 4h30. Mais le classeur disait que c'était une encre, un protocole d'entité. Je l'ai appliqué hors de la fenêtre. J'ai entendu 3 clics. La voix de Clara, depuis un canal que je n'avais pas ouvert, remplissant quand même la pièce. « Kevin, c'est moi. Viens ici dans l'ascenseur, » dit-elle. Et par l'orifice inférieur, les lumières jaunes brillaient encore. L'opérateur était encore visible. Pour la première fois depuis mon arrivée, j'ai dit à voix haute quelque chose qui ne figurait pas dans les règles, mais qui en découlait. Station 04 occupée. Les lumières sous l'orifice ont clignoté. Puis se sont éteintes, et avec elles, un son qui existait en arrière-plan depuis quelques minutes, sans que je m'en aperçoive consciemment, une sorte de bourdonnement profond, basse fréquence. C'est coupé d'un coup. L'ascenseur fantôme était parti. Le ciel sous la couche nuageuse était vide. Propre. Ordinaire. J'ai immédiatement noté dans mes notes « Jour 120, à 9h40. Ascenseur fantôme apparu. Tension de câble, 0 pendant toute la durée. Vérification refusée par la voix. Protocole du levier rouge appliqué hors de la fenêtre. Contact vocal simultané reçu de Clara. Déclaration verbale, station 0 four occupée dite. Perte de signal simultané, racontai-je. La passation. 1 semaine plus tard, le vrai ascenseur est arrivé. Tension du câble, normale. Sur le canal 14, la vérification a été fournie sans que je la demande. Les coordonnées du jour ont été lues à l'envers complètement. Le nouvel observateur est arrivé avec l'ascenseur. Il avait 28 ans. On s'est examiné directement. Il regardait les nuages depuis le fond de la capsule, avec un mélange de fascination et de prudence instinctive. Je lui ai tendu le classeur bleu marine. « Lisez tout avant la première mesure », dis-je d'une voix ferme. « Est-ce obligatoire ?» demanda-t-il. « La règle FIV sera utile dès les premières nuits. La règle 12 peut être utile n'importe quel jour. Et la modification concernant la vérification par le silence, mémorisez-la, dis-je. Il a regardé la dernière page des notes, la page que j'avais ajoutée la veille au soir. Protocole 15. Les nuages mesurent votre patience. Si votre patience reste plus légère que le poids du vide qui vous entoure, les murs s'effondrent. Quand vous entendez les voix des personnes que vous avez perdues, dites juste « Je suis en service ».
L'invitation sera refusée. Il a lu 2 fois. Les voix ressemblent à des personnes que vous connaissez? Demanda-t-il. Toujours. Quelqu'un dont vous n'avez pas terminé le deuil? Le ciel apprend ça très vite, dis-je. Comment sait-il? Demanda-t-il. Parce que vous avez apporté ce deuil avec vous en quittant votre maison pour venir ici, dis-je. Je suis monté dans l'ascenseur. Les portes ont commencé à se fermer. Une dernière chose, dis-je par l'ouverture qui se rétrécissait. Si vous entendez les engrenages, mais que la tension du câble est à 0, c'est la règle 11. Criez, station 04, occupée, et ne montez pas dans l'ascenseur. Les portes se sont fermées, expliquai-je. Après, en bas. J'ai commencé à travailler dans un bureau ordinaire, dans une ville ordinaire. Je m'occupais de tâches comme le traitement des données météorologiques, tâches administratives, collègues, déjeuners à heure fixe, etc. Je ne peux plus prendre l'avion maintenant. Pas par peur d'un accident. Par peur de regarder par l'orifice et de voir dans le reflet de la vitre quelque chose qui n'a pas mon image. Parfois le matin, dans le casque de vélo que j'utilise pour aller au bureau, à l'intérieur de la surface plastique intérieure du casque, il y a de fines traces de suie noire, comme si quelqu'un l'avait touché avec des doigts charbonneux. Je ne cherche pas d'explication rationnelle. Depuis mon retour, quand un vent souffle près de moi, j'écoute 2 secondes. Seulement 2 secondes. Parfois rien. Parfois quelque chose qui ressemble à un son très lointain prenant la texture d'un nom. Je n'approche pas. Je ne réponds pas. Les règles 2 et 5 fonctionnaient en bas aussi. Un soir, le téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai décroché. « Kevin ?» dit-il. C'était la voix de Clara. J'ai dit « Protocole de vérification. Lis les coordonnées de vol à l'envers. » 7 secondes de silence. J'ai raccroché. Depuis ma descente, j'ai noté les heures des anomalies dans un petit carnet. Parce que la règle 14 est valable partout. Le ciel apprenait à chaque cycle. Et si j'avais appris quelque chose en 6 mois à 15 000 pieds, j'avais appris que les règles ne font pas que protéger. Elles clarifient. Elles définissent la frontière entre ce qui est réel et ce qui essaie de paraître réel. Ce soir, les câbles d'acier de la station tournent quelque part au-dessus des nuages dans le vent. Quelqu'un compte les masques à oxygène. Quelqu'un tire le levier rouge à 4h15. Quelqu'un ne regarde pas les nuages noirs à 1h45. Et si la voix de Clara me parvient à nouveau, par téléphone, par ventilation, par une fréquence radio que je ne devrais pas écouter, je saurais quoi dire. Je suis en service. C'est suffisant, conclus-je. Lorsque Kevin quitta la station Stratus, il crut que tout était fini. La tension du câble de l'ascenseur était tombée à 0. Les radios s'étaient au-dessus et ce visage parmi les nuages avait disparu. Mais en poursuivant mes recherches, je tombais sur un détail troublant. Des années avant le rapport de Kevin, il existait des archives concernant une autre station, rayées des cartes, située au cœur des forêts françaises. Ce dossier contenait lui aussi des règles. On y voyait également des personnes sans ombre, et on y entendait également la voix d'une personne supposée morte dans la radio. Mais cette fois-ci, la menace ne venait pas du ciel. Elle venait de l'entre-deux des arbres. Et l'homme en poste à cette station s'appelait Adrien Louvre.